François Fripia est chargé de cours au sein du département Géosciences, Environnement et Société. Il est actuellement le directeur du laboratoire de glaciologie. Ses recherches sont principalement centrées sur l'application des isotopes stables et des approches géochimiques pour l'étude des environnements passés et modernes. Elle couvre des échelles de temps variées, allant de quelques années à plusieurs millénaires. De plus, elle se concentre sur des échelles allant de la communauté microbienne à l'interaction entre la circulation océanique, les cycles bio-géochimiques et le climat. Bonjour François. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et donc on va commencer par une première question qui est peut-être définir un peu le cadre de ce que tu fais. Et donc toi tu travailles dans la paléoclimatologie. Et en quoi est-ce que consiste cette science ? Ok, donc vraiment la paléoclimatologie, c'est l'étude du climat du passé. Donc on va comprendre un peu les différents forçages qui sont impliqués dans les changements climatiques passés. Et donc on travaille avec des échelles de temps très différentes. On peut travailler en paléoclimatologie, on peut travailler sur les derniers milliards d'années, les derniers millions d'années ou les derniers milliers d'années. Et donc en fonction un peu de la fenêtre de temps qui nous intéresse, on est intéressé par différents types de forçages et de changements climatiques. Et donc, on s'intéresse au climat du passé. Quelle est la raison de s'intéresser au climat du passé? Est-ce qu'on peut utiliser cette connaissance actuellement? Après oui, on fait face à un changement climatique qui est d'origine, celui-là, anthropique, qui est dû aux émissions d'origine anthropique de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, donc qui augmente l'effet de serre. Et on sait que le climat dans le passé a toujours varié, il a varié de façon importante, et on peut étudier notamment, justement, la paléoclimatologie nous donne une fenêtre vraiment pour étudier vraiment la sensibilité du système Terre, donc la réponse du système Terre à des forçages donnés, et notamment, par exemple, dans le cas donc, du réchauffement climatique, par rapport à des forçages de la concentration des gaz à effet de serre, qui a aussi toujours varié dans le passé. Et donc, comment comprendre comment la Terre a répondu à ces forçages nous permettrait de mieux comprendre comment elle va évoluer dans le futur. Et donc, tu es professeur en faculté des sciences et tu travailles donc dans le laboratoire de glaciologie de l'ULB. Et donc, qu'est-ce qu'on y fait parce que là, on vient de parler de paléoclimatologie. Et donc, concrètement, comment est-ce que vous étudiez ce climat du passé? Bon, après, on a un laboratoire qui est assez riche en termes de thématiques de recherche. Mais donc, si je me focalise vraiment sur la paléoclimatologie, on a plusieurs projets où on est impliqué donc, dans la paléoclimatologie. Parce que quand on fait de la paléoclimatologie, on utilise des archives climatiques, où on va extraire des informations sur le climat du passé. Et on travaille principalement avec deux types d'archives au laboratoire de glaciologie, donc les carottes de glace qui sont forées en Antarctique et au Groenland, qui contiennent des bulles d'air, qui sont en fait un peu des témoins de l'atmosphère du passé. Donc on peut donc mesurer la composition de ces bulles d'air pour avoir une information sur la composition atmosphérique du passé. Et on utilise aussi des archives plutôt qui sont des carottes sédimentaires dans les océans polaires, arctiques ou antarctiques, où là on va essayer de comprendre un peu plutôt en utilisant des microfossiles. On va essayer de comprendre un peu des indicateurs géochimiques. On va essayer de comprendre un peu comment la circulation océanique a varié au cours du temps et comment la capacité de séquestration de CO2 dans l'océan a varié au cours du temps. Et donc, par rapport peut-être décrire les différents projets, donc les différents projets dans lesquels on est impliqué. Donc il y a le projet Beyond EPICA, qui est un projet un peu européen, dans lequel on est en train de forer, c'est en train de se faire actuellement, une carotte de glace au centre de la calotte polaire antarctique de l'Est. Et le but de ce projet, en fait, c'est d'étendre l'enregistrement climatique actuellement qui s'étend de 0 à 800 000 ans. Et on va essayer de l'étendre de 800 000 ans à 1,5 million d'années pour couvrir une transition qui est très importante en paléoclimatologie, qui est la transition du Pléistocène moyen, où en gros l'alternance des cycles glaciaires interglaciaires, la périodicité de ces cycles glaciaires interglaciaires a changé, et on ne sait pas vraiment pourquoi en fait. C'est une des grandes questions encore irrésolues en paléoclimatologie. Dans la même logique, on a un autre projet qui s'intéresse autour des champs, dans les champs de glace bleue, en fait, qui sont des champs où la glace est bleue, en fait, parce qu'il n'y a pas de neige.
Et en fait, quand on regarde la distribution de ces champs de glace bleus en Antarctique, on voit qu'autour de la base belge, il y a beaucoup de ces champs de glace bleus. Et on sait que dû à la topographie du terrain et aussi aux conditions un peu de surface, on sait que la glace dans ces champs de glace bleus remonte vers la surface en fait. Et donc on peut avoir de la glace très vieille, de plusieurs millions d'années, à quelques mètres de la surface. Et donc l'idée dans le projet qu'on va faire, c'est le projet Froid, qui est financé par BELSPO, donc la politique scientifique fédérale, c'est qu'on va aller d'abord une première fois à la base belge pour essayer d'un peu déterminer la distribution d'âge dans ces champs de glace bleue. Et donc on va coupler des méthodes géophysiques, géochimiques et de modélisation. Et le but, c'est qu'on aura une bonne connaissance de cette distribution d'âge. On va établir un endroit où on va pouvoir fourrer une carotte pour espérer avoir de la glace de plusieurs millions d'années. Bon, je continue. Encore, il y a un autre projet qui est un projet donc ERC, donc c'est un projet européen aussi, Green to Ice, qui est un projet qui est donc dans ce cas-ci au Groenland. Et le but, c'est qu'en fait, on va essayer de déterminer quand la dernière fois le Groenland était libre de glace et sous quelles conditions climatiques. Et donc ça, on va utiliser plutôt des archives qui se trouvent à la base de la calotte du Groenland et aussi dans les sédiments sous-jacents pour essayer de déterminer vraiment quand la dernière fois le Groenland a été libre de glace. Et il y a un autre projet du coup aussi qui est plutôt aspect océanographique, c'est que là j'ai beaucoup parlé donc du coup avec les projets Froid et BioNDPK d'essayer de recomposer la composition atmosphérique dans le passé, et notamment la concentration en CO2. Mais un de mes dadas un peu en recherche, c'est de comprendre pourquoi la concentration de CO2 a varié au cours du temps. Et pour ça, on va se tourner vers l'océan, notamment l'océan austral. Et donc dans ce cadre de ce projet, c'est que j'étudie un peu, à partir des sédiments marins, comment on a un couplage entre la circulation océanique et la séquestration du CO2 dans l'océan profond. Car l'océan austral est vraiment la principale fenêtre qui échange du CO2 entre l'océan profond et l'atmosphère. C'est passionnant. Voilà. Moi, je trouve ça particulièrement étonnant qu'on couvre autant de sujets comme ça, et que surtout, c'est un peu il y a un peu un côté explorateur des temps modernes, d'aller, même si on a l'impression de connaître tout sur notre Terre, en fait, il y a encore beaucoup à découvrir. Et j'ai l'impression que ces recherches-là sont encore un côté explorateur, aller comprendre des mystères qui restent sur notre Comme mon collègue Arizé Colari à la VUB dit souvent, on a un peu les Indiana Jones de la recherche, et c'est vrai que c'est un peu un côté explorateur. Et donc, pour rebondir, donc la paléoclimatologie, si j'ai bien compris, c'est une science qui s'étudie sur les temps longs, où on regarde donc les changements climatiques qui se sont passés dans le passé. Et est-ce que l'explication, j'imagine que les changements climatiques qui se sont passés pourraient avoir une ampleur très importante, qui est potentiellement plus importante que les changements climatiques qu'on connaît actuels et qu'on impute à l'homme. Est-ce que la paléoclimatologie et ces sciences-là ne risquent pas de jouer un rôle contre-productif dans le sens où ces connaissances pourraient être réutilisées dans un discours climato-sceptique ? Après oui, c'est vrai, c'est souvent le cas, hein, quand on regarde souvent les interviews des climato-sceptiques, souvent ils prennent l'argument de la paléoclimatologie, que le climat a toujours varié, donc c'est normal et donc on ne doit pas faire attention. Mais après, quand on regarde plus en détail, souvent en fait la paléoclimatologie nous alerte justement qu'en fait on risque d'aller vers un changement climatique majeur. Et on peut prendre quelques exemples. Par exemple, si on regarde les projections de la concentration de CO2 qu'on va atteindre en 2100, si on regarde les scénarios les plus pessimistes, on va arriver de l'ordre à 1000 ppmv, donc c'est un rapport de mélange partie par volume, par volume, de CO2 dans l'atmosphère. Et pour atteindre cette concentration de CO2 dans l'atmosphère, on doit remonter il y a plus de 35 millions d'années. Et donc c'est à un moment où la Terre était beaucoup plus chaude. Il n'y avait pas de calotte polaire en Antarctique, il n'y avait pas de calotte polaire dans l'hémisphère nord. Et depuis en fait ces temps-là, on a observé un refroidissement important d'une dizaine de degrés en température moyenne sur Terre
depuis ces derniers 35 millions d'années. Et on sait que ce refroidissement est dû à la baisse de la concentration en CO2. Et donc on sait déjà que le CO2 est un forçage principal dans ces variations climatiques. Et donc si on augmente la concentration en CO2 à des niveaux inégalés depuis 35 millions d'années, c'est clair qu'on va avoir des changements climatiques majeurs. Et si on regarde sur des échelles de temps plus courtes, par exemple les cycles glaciaires interglaciaires, on sait que la température moyenne sur Terre entre les cycles glaciaires interglaciaires a varié de l'ordre de 6 degrés entre une période glaciaire et l'interglaciaire. Et 6 degrés, c'est plus ou moins ce qu'on s'attend dans les scénarios les plus pessimistes en 100 ans. Et donc les cycles glaciaires ont lieu sur des dizaines de milliers d'années. Hein. Une déglaciation a lieu sur 10 000 ans. Et donc là, on parle d'un même changement de température sur un temps qui est beaucoup plus court, qui est de l'ordre d'une centaine d'années. Et donc c'est clair que quand on regarde la paléoclimatologie, pour moi c'est évident que l'expérience qu'on est en train de faire d'augmenter la concentration de CO2 à des niveaux inégalés depuis 35 millions d'années, et en connaissant un peu la sensibilité du système Terre à ces concentrations de CO2, qui ont été observées dans le passé, mais aussi avec d'autres techniques, c'est clair que ça nous donne une information qu'il faut prendre ça en compte et que c'est un problème sérieux. Merci pour tous ces éclaircissements. J'aimerais bien clôturer par une dernière question, qui est donc, ce podcast est destiné et organisé par l'École Polytechnique de Bruxelles, et donc il va être regardé en partie par des futurs ingénieurs. Et je voulais savoir, est-ce que vous travaillez en collaboration avec des ingénieurs? Est-ce que tous les sujets dont on vient de parler maintenant, que ce soit sous un aspect qui est peut-être technique sur le laboratoire de glaciologie et toute la technique qu'il y a derrière, ou même sur un aspect recherche, est-ce que ces auditeurs pourraient s'intéresser à une carrière dans ce domaine-là? Bien sûr, après on collabore avec beaucoup d'ingénieurs et de scientifiques de manière générale, hein, mais en termes de vraiment spécifiquement pour les ingénieurs, c'est clair qu'on utilise des aspects techniques, instrumentaux, mais aussi de logistique de terrain, qui nécessitent une connaissance technique poussée. Et donc il y a souvent dans la plupart des projets, il y a des ingénieurs qui sont impliqués, notamment je pense par exemple à des projets comme Beyond Epica, où on doit forer une carotte de glace de 3 km d'épaisseur sur l'entièreté de l'épaisseur de la calotte polaire antarctique. Ça requiert un niveau de logistique et un niveau de connaissance pour forer qui est quand même assez poussé. Donc c'est clair que c'est des ingénieurs souvent de recherche qui le font. On a engagé récemment un ingénieur de recherche au sein du laboratoire, mais c'est plutôt dans un aspect plutôt pour faire bien fonctionner le laboratoire et tous les équipements, donc le spectromètre de masse, les chromatographes en phase gazeuse et ainsi de suite, qui nécessitent une technique et une connaissance pour développer notamment des outils qui sont un peu adaptés à nos recherches. Donc il y a toujours un développement analytique qui se fait en parallèle. Hein. Il y a un autre projet qui vient d'être financé, notamment un projet HFSP, qui est un projet qui est pas vraiment relié à la paléoclimatologie, parce que c'est une autre facette de ma recherche, où on travaille directement avec un ingénieur de l'université Stanford aux États-Unis. Et en gros, l'idée, c'est qu'on va en fait développer des instruments qui vont permettre de faire croître en conditions contrôlées de la banquise en laboratoire. Et on va regarder avec ces expériences comment les micro-algues colonisent en fait le réseau de saumure qui se trouve dans la banquise. Donc on a développé des systèmes optiques et donc des caméras, ainsi de suite, pour justement étudier ces processus. Et donc ça, c'est clairement en collaboration avec le département d'ingénierie de l'université de Stanford. Et donc oui, il y a des ingénieurs qui sont impliqués plus ou moins dans tous les aspects de notre recherche. Je trouve que c'est des très chouettes perspectives. Merci beaucoup pour votre participation. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Et à une prochaine. À une prochaine.